Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on travaille sur l'histoire de la Rome antique, mais plus spécifiquement sur les sports et les loisirs. Et bien sûr, on va parler du cirque. Les sports et les loisirs dans la Rome antique. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la vidéo. Ouais, mais c'est ma vidéo, là. Non, mais je peux le faire, là. T'es pas spécialisé en sexe, toi? Je suis spécialisée en plein d'affaires, je suis spécialisée dans la vie. Va-t'en, là. Ok, c'est beau, je te le laisse. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? Du pain et des jeux. Me semble qu'on l'entend tout le temps, cette expression-là. On s'en sert quand on veut dire qu'on est lobotomisé devant un match de hockey ou une émission de télé-réalité. Panem, ça c'est comme dans Hunger Games, Panem, et circenses. Panem et circenses. Panem et circenses. Non, panem et circenses. Panem et... Laisse faire, passe à autre chose. Hey, je suis allée au public, moi je suis pas allée au privé, on m'a pas appris ça, des histoires utiles comme les langues mortes sont mortes, faites votre deuil. Donc, on le sait, l'expression vient de l'Empire romain. Il y en a même qui disent que cette formule-là résume l'essence même de ce qu'était le puissant empire des empereurs de Rome. Mais vous vous en doutez, c'est un peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on commence par une petite séquence sur l'Antiquité romaine avec l'histoire des jeux. C'est un aphorisme célèbre qui vient des satires de Juvénal. Et la horde des fils de Rémus, son souci, son angoisse, c'est d'avoir deux choses, du pain et des jeux. Mais on aurait tort de réduire Rome à cette image stéréotypée parce que ça laisse de côté tout un ensemble de pratiques sportives et de divertissement dont la visée première est de servir un idéal militaire, mais aussi d'organiser et de définir la vie en société. Participer aux loisirs organisés dans la ville, ça revient un peu à accomplir son devoir civique de spectateur. C'est un dérivatif à l'ennui, mais il y a aussi une notion d'identité, d'appartenance là-dedans. Là, vous vous dites, OK, c'est bien beau tout ça, mais il faisait comment concrètement? Excellente question. Je vous félicite. High five! Ou plutôt, comme on fait à Rome, high vie! Le cirque est une des pratiques sportives qui perdure le plus longtemps, soit du 6e siècle avant JC jusqu'au 16e siècle. JC, c'est Jésus-Christ, by the way. Les jeux du cirque s'inscrivent à l'origine directement dans le calendrier des jours de loisirs et remplissent une fonction religieuse. Mais peu à peu, l'aspect religieux va se dissoudre quand de fortes personnalités arrivent au pouvoir et vont utiliser le cirque pour maintenir leur autorité. Des empereurs vont tenir des jeux pendant les guerres ou pour commémorer leur victoire, leur avènement ou encore leur anniversaire de naissance. C'est un peu mégalo. Il y a une désacralisation des jeux au profit d'une récupération politique. Finalement, il ne va subsister qu'un faible sentiment religieux pendant la Pompa Circensis, la procession sacrée au cours de laquelle on promène les statues des dieux du Champ de Mars jusqu'au grand cirque. Ça devait être lourd. Derrière les statues suivent les magistrats qui président les jeux, les prêtres des divers cultes, les concurrents, puis toute la belle jeunesse romaine. Il y a des danseurs, des musiciens, des satyres, toute la ville participe pour éviter la FOMO. L'État organise et finance ces manifestations, confiées à un magistrat qui n'hésite pas à y ajouter souvent de sa fortune personnelle pour rehausser l'éclat des jeux. D'ailleurs, ce serait le fun si nos représentants, à nous aussi, faisaient ça. Hein? Le go, tu veux des autoroutes? Ben, put your money where your mouth is. L'attitude du peuple pendant les épreuves devient pour les empereurs un indice de leur popularité. Le cirque est une arène politique, la plèbe et le souverain sont face à face. Caligula, Néron, Domitien, Commode ou encore Caracalla aiment aller se faire adorer pendant les spectacles qui consacrent leur toute-puissance. Il ne s'agit pas seulement de divertir, mais d'entrer en communication directe avec le peuple et, au passage, de lui rappeler à qui il doit tous ses beaux bienfaits. À l'origine, les spectacles se donnent dans des espaces naturels, comme une plaine herbeuse au pied d'une colline, où on va faire les courses de chars. Les installations sont rudimentaires, on met une barrière et on sépare les spectateurs des athlètes et des animaux, puis il y a une tribune en bois pour les notables. C'est à la bonne franquette. Mais les arènes vont devenir de plus en plus sophistiquées avec les années. À terme, le public prend place dans des édifices qui peuvent contenir, selon certains contemporains, jusqu'à 385 000 personnes. Mais aujourd'hui, on avance le chiffre un peu plus réaliste de 150 000 personnes dans les gradins. À l'intérieur, la piste des courses est recouverte d'un lit de sable qu'il faut régulièrement remblayer et arroser, comme au hockey.
Certains empereurs vont même ajouter des pigments au sable pour que ce soit plus beau. Dans certains cas, la piste est teintée de rouge ou de vert, notamment à l'aide de roches brillantes que l'on ajoute au sable, ainsi que du mica pour donner un bel effet étincelant. Avec les années, les courses présentées vont augmenter en nombre en plus de se diversifier. Il y a différents types de courses, mais les plus populaires sont les courses de chars appelées quadrigées. C'est comme ça qu'on les appelle. Et Ovide les qualifie de maxima spectacula, le spectacle maximal. Les cochers s'engagent sur la piste et réalisent 7 tours autour de la spina, sur 568 mètres à une vitesse d'environ 70 km/h quand la ligne est droite. Chaque course dure de 10 à 15 minutes. Et il y a plusieurs courses par jour. On commence à l'aube pour ne terminer qu'au coucher du soleil, ce qui n'empêche absolument pas le cirque d'être plein à craquer. Chaque cocher représente les couleurs de son écurie, ou plutôt de sa faction. Facciones. Les facciones sont des sortes de grands clubs de sport qui rassemblent un vaste personnel qui se compose d'entraîneurs, de vétérinaires, de tailleurs, de bourreliers, de gardes d'écurie, de palefreniers, de gestionnaires des réseaux sociaux, etc. On compte 4 facciones. 4. Les blancs, les verts, les bleus et les rouges. Sans constituer pour autant de partis politiques, chaque couleur a la préférence d'une catégorie sociale. Le peuple est pour les verts, tandis que le Sénat et l'aristocratie s'identifient plutôt aux bleus. Mais on a vu certains empereurs, comme Néron, soutenir les verts pour s'attirer les bonnes grâces de la plèbe. Pas parce que tu passes ton temps dans les bains à te faire servir des raisins par des esclaves à poil que pour autant tu comprends pas le peuple. C'est les origines du populisme. C'était un homme du peuple, Néron. On le sait, les jeux servent de levier politique. Avec les populaires courses de chars, on va assister à l'émergence d'une vedettariat du cocher. Un de ces cochers célèbres, Dioclès, en 24 ans de carrière, remporte pas moins de 4257 courses. Il est reconnu pour ses prouesses techniques, comme par exemple le fait de conduire sans fouet. Lui, il n'a pas besoin de ça, un fouet. Il fait juste regarder ses chevals, puis il est comme « Allez! » C'est pas des chevaux? Non, on peut dire les chevals. OK. Oui. La méthode. Il est juste comme « Allez les chevals, go! » Puis là, les chevals, ils partent vite, puis on peut dire ça, les chevals. Si ça nous tente, c'est un pays libre. Mais ne descend pas dans l'arène qui veut, parce qu'à Rome, il y a une interdiction légale qui est faite aux sénateurs de se produire en public. Donc, les cochers sont pour la plupart de basse extraction. Des esclaves majoritairement, mais ils peuvent être affranchis s'ils ont beaucoup de succès. Ils sont partis de là, puis ils se rendent là. Ils sont partis de être des esclaves, puis ils se rendent à posséder des esclaves. C'est le rêve romain. Sauf que, faut quand même nuancer, là, sur les quelques 230 origes répertoriés, on ne compte qu'un seul cocher de naissance libre et un seul qui a été affranchi de la faction verte. On commence assez jeune dans le métier, parfois à partir de 13 ans, et c'est dangereux. Le plus grand danger pour un cocher, c'est le naufragium. Ça, c'est quand tu brises ton char ou que tu accroches une roue pendant la course. Là, tu risques de mourir parce que les cochers, ils attachent les guides des chevaux autour de leur taille afin de ne pas en perdre la maîtrise. S'il y a un problème, ils ont un couteau qu'ils gardent dans leur corset. Oui, ils portaient des corsets, les messieurs. Fait que là, ils sortaient le couteau du corset parce qu'ils étaient comme « Ah non, je viens de faire un accident, la patente, elle s'est coincée dans la gogosse, puis là, le truc, il a revolé, puis là, je cours vers une mort certaine, mais c'est pas grave parce que j'ai mon couteau, fait que je peux comme couper les liens qui me retiennent à mon cheval et m'empêcher ainsi de... » C'est comme du ketchup ou du sang, quelque chose. Puis s'il tombe, c'est pas vraiment son petit casque pis ses jambières qui vont empêcher les sabots d'un concurrent de lui broyer les membres. Mais quand un cocher survit et gagne, c'est pas seulement sa victoire, c'est celle de toute son équipe. Le cocher reçoit de la part de l'édile la palme et la couronne. L'argent revient à la faction qui prend en charge la répartition. Quand les prix sont donnés, on prépare la course suivante et la foule se rassoit. Puis là, tu peux jaser avec tes amis puis faire comme « Ah, j'ai gagné ». Parce que ça, c'est le moment où les parieurs collectent leurs gains ou pleurent sur leurs pertes. Pour que la saignée ne soit pas trop dure, mais surtout pour conserver l'atmosphère de fête perpétuelle, on organise des grands banquets qui sont servis à la clôture des spectacles pour contenter les masses. Ça, c'est la partie pain de l'expression du pain et des jeux. C'est le pain.
Mais c'est plus que ça aussi, parce qu'au cours des spectacles, les gens dans la foule peuvent saisir au vol des prix lors des Spartiates et des Missilia. J'ai gagné! Il y a aussi des bourses garnies de bons pour un navire, par exemple, ou une ferme, ou une maison. Le tout, bien sûr, étant commandité par Agrippa, Néron ou Domitien. Cher Domitien. C'est des prix qui font rêver et qui permettent de prévenir les déceptions vives et des commencements d'émeutes en assurant la stabilité de la paix publique. C'est sûr que quand tu gagnes une ferme, t'as pas envie de faire une émeute, là. Une petite ferme avec des petites poules, puis ça rend heureux. Mais c'est pas tout, là, on a parlé de ça, mais il y a aussi le Colisée. Il y a plein d'affaires à dire sur le Colisée, mais ça, ben, c'est pour la prochaine capsule de l'Histoire nous le dira. C'était du pain et des jeux avec Lily Boisvert.